Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, vous vous dites, pourquoi Seb, tu nous lances une vidéo? Il n'y a plus de mercato, il n'y a plus trop d'informations. Eh bien si, il y a toujours de l'information autour de l'OM. Alors, je vous avais dit hier, je vous ai envoyé un petit message dans l'onglet communauté sur la chaîne, où j'ai dit, attention, ne vous inquiétez pas, si je ne suis pas autant régulier que par cet été, qu'on a vécu ensemble, tous les jours, il y avait une vidéo minimum, peut-être deux, peut-être trois. Et bien là, ça va être un peu moins, voire beaucoup moins. Alors aujourd'hui, j'ai le temps de vous faire une vidéo et je voulais vous parler d'un sujet précis sur les hommes forts de cette saison. Il y a trois hommes forts que je vais citer, vous les avez vus dans la miniature, mais il y a aussi du mercato avec Verretou, avec Mbemba. Il y a aussi de l'actualité avec pourquoi pas un jeune qui va prolonger. Et il y a d'autres choses que vous ne savez peut-être pas. On va le faire ensemble comme d'habitude avec l'abonnement, le like, l'abonnement plutôt, la petite cloche, le partage, c'est pas marqué mais c'est le petite flèche qui est comme ça. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux et le commentaire. Je vous répondrai ce soir hein, quand je serai un peu plus tranquille, pardon, quand j'aurai le temps. Allez, let's go, on y va sur quoi? Sur l'introduction? Let's go. Et nous commençons par quoi? Tout d'abord, le dernier match, le dernier résultat. 3-1 pour l'OM du côté du Toulouse Stadium, du Stadium de Toulouse. Voilà, donc j'ai mis les joueurs qui sont les plus importants à mon goût actuellement. Et vous les voyez, ils sont trois, comme sur la miniature. Pierre-Emile Højbjerg, Monsieur Quentin Merlin qui est juste derrière, qui Mason Greenwood. Alors, du côté de l'OM, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'en septembre, une trêve internationale, puis la rentrée avec 3 matchs de Ligue 1 au programme. OM Nice. Voilà, donc je ne serai pas là malheureusement en live, mais je serai au stade et je vous ferai peut-être une petite surprise. Lyon-OM, qui a été programmé, vous allez voir quand. Et Strasbourg-OM, donc 2 déplacements de suite. Est-ce que c'est grave de faire 2 déplacements? Non, puisqu'on gagne les matchs qu'on est à l'extérieur. Et à domicile, pour l'instant, c'est un match nul. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? On enchaîne avec ceci. Léo Balerdi, peut-être une bonne nouvelle, devrait revenir au plus tard pour le match face à Lyon. Son évolution est favorable et il va pouvoir profiter de la trêve internationale pour continuer son protocole de soins. Le joueur garde même l'espoir de revenir, pourquoi pas, face à Nice. Il garde espoir de revenir directement contre Nice, là, le 14 septembre. Moi, je lui dis à Léo, si tu me regardes, voilà, prends ton temps. Prends ton temps, ne reviens pas, j'allais dire, ne reviens pas contre Nice. Prends ton temps. Voilà, donc même si on peut avoir un petit peu des craintes avec Brassier, peut-être moins avec Cornelius sur le dernier match qu'on a vu, même si, bon, moi je ne suis pas encore rassuré à 100%, mais prends ton temps. Voilà, je préfère qu'il revienne à 100% plutôt qu'à 90-95% et qu'il ait une rechute, qu'il se blesse derrière et que ça nous porte préjudice pendant plusieurs semaines, voire quelques mois. Donc, Balerdi, prends ton temps. Allez, on enchaîne les amis, et on enchaîne avec quoi? Pour le calendrier justement. Donc il veut revenir, pourquoi pas contre Nice, c'est le 14 septembre. Le prochain match contre Lyon, c'est le 22 septembre, et pas à 21h, puisque c'est à 20h45. Strasbourg-OM, le dimanche 29, sûrement à 17h, je ne pense pas, mais plutôt le soir, à mon avis. Voilà le calendrier, on peut continuer derrière. Il y aura la réception de Angers, le déplacement à Montpellier, jusqu'à la réception des Parisiens. Et c'est à ce moment-là qu'on fera un jugement de ce début de saison. Si on est encore au coude à coude d'ici le 27 octobre, et pourquoi pas qu'on les tape chez nous, eh ben, est-ce qu'on pourrait parler de titre après? Voilà, parce que à chaque fois on me dit ouais, faut pas s'enflammer, si et là. Mais moi, je vous ai dit, moi je suis supporter, vous êtes supporter. On a le droit de s'enflammer, on a le droit de se tromper. Voilà, on n'est pas dans le club, on n'est pas un joueur, voilà, on n'a aucune responsabilité. Nous, on est juste des supporters. Et si on s'enflamme, c'est ce qu'on doit faire, nous. Parce qu'en plus, l'OM, il gagne plus de trophées depuis des années. Mais je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Donc, jusqu'au 27 octobre, on se fera un petit point, un petit bilan à ce moment-là. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi, les amis? Avec justement le match contre Lyon, programmé pour le dimanche 22 à 20h45, diffusé sur DAZN. Merci à Karim Attab qui nous relaye l'information. Et d'ailleurs, il y a Balerdi, tiens, est-ce que c'est un signe? Tiens, pourquoi pas un signe qui reviendrait? Allez, on enchaîne les amis avec l'équipe type de l'équipe. Voilà, donc de la dernière journée, la 3e journée, avec Mason Greenwood, encore une fois, pour la 2e fois. Vous voyez, il y a 2 petits E sous son nom en noir. 2 buts à Toulouse, 8 de la note et 7,33 de moyenne du côté de l'équipe sur 3 matchs. Du côté de Luis Enrique, il est là aussi. Et c'est la première fois qu'il apparaît, malgré qu'il avait fait un excellent match aussi à Brest. Il est là pour la première fois pour 2 passes décisives à Toulouse. Et il fait partie aussi du 3e but, voilà, qui n'a pas été accordé pour Luis Enrique, mais il en fait plus grande partie. Voilà pour les 2 Marseillais qui sont dans le 11 type.
Allez, on enchaîne avec une bonne nouvelle, c'est la réserve. Je vous avais dit que je vous tenais au courant sur toutes les journées. La réserve de l'OM, entraînée par Jean-Pierre Papin, s'est imposée ce week-end contre le Sud FC les Corses pour la deuxième journée du championnat, 4-0. Les buts olympiens marqués par Stéphane Sparagna. Robinho Vaz, je vous ai dit attention à ce petit jeune, celui que vous voyez qui tient le maillot comme ça, venu de Sochaux. Attention à ce petit jeune qui a que 17 ans je crois. Il a apparemment éclaboussé de tout son talent. Il marque des buts à toutes les rencontres. Pour l'instant, c'est qu'avec la réserve. Mais attention à ne pas le voir. Enfin, attention, il n'y a pas de risque. Hein, mais attention à ne pas le voir. Voilà, je le dis encore, attention. Dans le groupe pro dans pas très longtemps. Sidi Ali, qui était venu l'année dernière un petit peu dans l'effectif pro. Et le jeune Ange Lago, l'Ivoirien, qui a marqué le 4e but contre 4-0. On regarde le classement. Du côté du classement, la réserve est 3e pour l'instant. Il commence un peu mieux que l'année dernière où ils ont frôlé avec la descente jusqu'à quand Jean-Pierre Papin arrive en hiver et qui remonte un petit peu tout ce bordel. Donc Jean-Pierre Papin commence bien. 4 points sur 6 possibles. Ils sont 3e avec une différence de but qui est correcte. 4 plus 4. Donc on va dire qu'on va jouer, pourquoi pas, le titre cette année en National 3 pour montrer en National 2. Voilà pour la réserve, bien aveu. Et maintenant parlons sur notre OM qui nous intéresse. Alors vous l'avez vu, il y a un communiqué officiel qui est sorti. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est de l'extra sportif pour moi. Ça concerne les menaces et les harcèlements sur les réseaux sociaux, sur nos joueurs à nous. Je vous avais dit, il y a des choses qui se passent du côté de Greenwood, mais il y a aussi des choses qui se passent du côté des autres joueurs comme Veretout. Voilà, Veretout qui a été pris à partie, ou plus ou moins sa famille, sa femme. Certes, elle fait des bêtises sur Instagram et tout, mais franchement, vous avez un cerveau ou alors vous êtes aussi bené que je le pense? Moi, je pense qu'il y en a certains dans les réseaux qui devraient être interdits des réseaux. Voilà, il devrait avoir un test avant de rentrer dans les réseaux pour voir l'intelligence des personnes. Voilà, vous cliquez 1, vous cliquez 2. Et qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Et on devrait faire ça sur tous les réseaux pour un petit peu faire vider un petit peu, faire le tri sur tous les stupides qui traînent dans les réseaux. Voilà, je parle des menaces, je parle des harcèlements, mais aussi des insultes qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, ça sert à rien, les amis. Ça vous avance à quoi? Voilà, ça vous donne un petit point là pour la journée. C'est bon, je lui ai dit que c'est un fils de pute. Ah, j'ai un petit point. Bon, je ne vais pas rester sur ça, c'est l'extra sportif. Voilà, par contre, pour Veretout, pour une petite précision, apparemment, donc les fameux comptes que vous aimez tous, enfin, je ne parle pas de vous, mais certains qui suivent les comptes, qui relayent les informations ou qui donnent les informations sur le mercato, qui ont des gros comptes, voilà, ils donnent leur avis sur Veretout. Ils disent bien, ah, si Benasser n'est pas venu, vous savez, c'est à cause de qui? Je ne cite personne, je ne cite aucun compte, mais ça, par contre, pour moi, ça passe pas. Ça, c'est aller en l'encontre des joueurs de l'OM. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous savez que vous avez une importance dans les réseaux. Vous savez qu'il y a des stupides qui vous suivent. Et ça sert à quoi de donner son avis comme ça et de viser un joueur précisément? Parce que si on vise un joueur, on peut en viser d'autres. Hein. Je donne des noms, par exemple. Unai, pourquoi il n'est pas visé comme un autre? Bizarre. Ou un autre, je sais pas moi. Bon, Ulysse Garcia, il n'y a aucun souci sur lui. Mais Mbaba, il a été moins visé qu'un Veretout. C'est bizarre ça. Je sais pas, mais c'est bizarre. Allez, on enchaîne. On parle plus d'extra sportif, on parle du sportif. Et on parle du recrutement, pourquoi pas, de Lyon. Voilà, Lyon qui a un accord avec Jordan Veretout. Le milieu de terrain a accepté une baisse importante de son salaire pour rejoindre Lyon. Lyon doit désormais s'entendre avec l'OM qui réclame 8 millions d'euros. C'est ce qu'on dit dernièrement. C'est l'équipe qui nous relaye ça. Alors certains vont dire l'équipe mort de rire ou l'équipe Silla. Mais l'équipe, ils ont relayé l'information en premier pour Heuberg. L'équipe, ils ont relayé l'information en premier sur je ne sais plus quel joueur. Voilà. Alors que les autres, ils sont juste là à pomper un peu l'équipe de temps en temps. Et quand l'équipe a tort, faut le dire. Certes, faut les critiquer quand ils critiquent l'OM, bien sûr, ça c'est sûr. Mais derrière, des fois, ils ont des informations comme celle-ci. Donc 8 millions d'euros, l'OM réclame. Voilà, moi j'estime que si on veut le faire partir, il va falloir baisser la somme. Voilà, parce qu'il lui reste qu'un an de contrat. Si vous voulez vraiment que Lyon le recrute, il va falloir baisser la somme. Moi je pense qu'un 6 millions d'euros, ça serait le prix adéquat. Hein. Voilà, je vais dire, on va perdre un peu d'argent dessus. On l'a recruté pour 11 millions d'euros. Mais au bout du compte, il veut... lui, il aura plus de temps de jeu. On ne veut plus le faire jouer. Lui, à mon avis, je ne sais même pas s'il veut continuer à jouer à l'OM. Voilà, donc autant s'en séparer. Allez, 6 millions d'euros entre les deux. Parce que du côté de Lyon, on a proposé quoi? Du côté de Lyon, on a proposé 2 offres aujourd'hui avec 3 millions d'euros. La première qui a été refusée directement par l'OM. Et la deuxième de 4 millions d'euros qui a été refusée aussi. Lyon a envoyé une offre de 4 millions d'euros pour Jordan Veretout. L'OM en veut toujours 8. Il y a un écart non négligeable, mais les discussions se poursuivent. Lyon veut le recruter en joker, comme révélé par RMC Sport. Marseille ne compte pas payer pour compenser le manque à gagner du milieu en termes de salaire. Et oui, parce que Veretout, il a baissé son salaire, comme on l'a lu juste avant. Il baisse son salaire, donc il fait un effort. Mais nous, on n'a pas à payer. C'est ce qu'il veut dire l'OM. On n'a pas à payer parce que le joueur, il baisse son salaire pour baisser aussi le coût du transfert. Non, nous, on en reste à essayer de gagner 8 millions d'euros. Et moi, je dis que du côté de l'OM,
il devrait mettre le pour et le contre et se dire, bon, allez, on s'en sépare, 6 millions d'euros, c'est la bonne somme. Voilà, dites-moi combien est la bonne somme. Il lui reste 1 an de contrat. 1 an de contrat. Je ne parle pas de 2 ans, je ne parle pas de 3 ans. Bien sûr, s'il lui restait 2 ans, bah, je dirais tout de suite 12, 10, 12. Voilà, tout de suite. Mais si c'est 1 an, 8 millions d'euros, bah, c'est la somme qu'on pourrait le faire si ça se passe bien, si le club a vraiment des moyens ici et là. Oui, pourquoi pas. Mais là, vu comment ça s'est passé, on est après la période de mercato. À moins que Lyon est vraiment dans la mouise dans ce poste-là. Donc moi, je dirais 6 millions d'euros, plus quelques bonus par-ci par-là, où on pourrait monter à 7, pratiquement 8, et on s'en retrouverait bien. Au bout du compte, on s'en retrouverait bien. Voilà pour Verretou. N'hésitez pas à me dire votre avis. Et après, on va aller sur le dossier principal de la vidéo. C'est sur les 3 joueurs que je vous ai cités. Du côté de Mbemba, Al-Shabaab met fin aux négociations, donc le club saoudien avec Chancel Mbemba. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer les dates précises de tous les périodes de recrutement qui se terminent à droite, à gauche. Du côté de l'Arabie Saoudite, c'est aujourd'hui que ça se termine, le 2 septembre, donc à minuit sûrement. Du côté de la Belgique, c'est pareil. Du côté du Portugal, c'est pareil. Non, la Belgique, c'est le 6. La Belgique, c'est le 6 septembre. Du côté du Portugal, c'est le 2 septembre, donc aujourd'hui. Du côté des Pays-Bas, c'est le 2 septembre, aujourd'hui. Du côté du Qatar, je crois que c'était le 6 octobre, un truc comme ça. Et je crois qu'il y a 2 autres destinations, comme vers le 16 septembre ou le 13 septembre du côté de la Turquie. Et je crois que c'est tout. Je vous avais fait un tableau. Voilà, si vous voulez voir le tableau, revenez dans les anciennes vidéos. Sinon, on est à peu près à là. Il y a quelques destinations encore possibles. Mais l'Arabie Saoudite se termine aujourd'hui. Donc, Chancel Mbemba, s'il y avait vraiment que des clubs saoudiens sur lui, bah, malheureusement, il n'aura plus d'autre solution que de rester à l'OM ou soit d'attendre d'avoir une proposition d'un club turc, d'un club qatari et des autres clubs. Mais les autres clubs, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens d'investir sur un salaire énorme comme Chancel Mbemba? Voilà, du côté de Chancel Mbemba, donc il a refusé. Le club saoudien lui proposait 4 millions de salaire par an, 4 millions par an, assorti d'une prime à la signature de 2 millions d'euros. Le défenseur de l'OM réclamait 5 millions de salaire par an et une prime à la signature de 3 millions d'euros selon Foot Mercato. Après, je mets toujours des pincettes. Voilà, parce qu'on peut faire fuiter une information qui va vers le sens du club, qui protège le club. Et comme je vous le dis, certains comptes, Foot Mercato en fait partie. Parfois, ils relayent des informations qu'on leur donne du côté du club pour se faire mousser, pour se faire un petit peu de rayonnement du côté de leurs médias. Et parfois, c'est même faux. Hein. Voilà, donc ça, c'est peut-être faux. Mais moi, je dis, bon, allez, on va rester sur le vrai. Chancel Mbemba. Par contre, là, au bout d'un moment, il faudrait partir. Voilà, si tu avais eu cette offre-là, je pense que tu aurais pu partir. Tu réclamais une prime à la signature. Tu l'as eu de 2 millions d'euros. Alors, c'est peut-être pas celle que tu voulais de 3 millions d'euros. Mais au bout d'un moment, Chancel, ne pousse pas trop. Si c'est vraiment vrai, cette information-là, si c'est vraiment vrai, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, eh ben, je pense que Chancel, là, tu devrais partir. Et je ne vais pas l'insulter pour ça. Ouais, je ne vais pas l'insulter pour ça, les amis. Voilà, on n'est pas des enfants. Voilà, on n'est pas des enfants. On continue. Allez, avec un autre joueur qui est passé par l'OM. Malheureusement, Lucas Ocampos va quitter le FC Séville pour rejoindre le Rayados de Monterrey. Pourquoi je vous le montre? Parce que je voulais absolument qu'il vienne à l'OM le retour avant que Jonathan Rowe soit signé. C'est pas bien grave, mais juste pour vous montrer l'information. Et l'OM devrait récupérer quand même dans cette opération 1,2 million d'euros. Donc, on récupère un peu d'argent. Donc, au moins, c'est une bonne chose. Voilà, je vous relais une information qui concerne quand même l'OM. Allez, maintenant, partons sur ce qui m'intéresse avant tout, le niveau de nos joueurs. Alors, Roberto De Zerbi, je veux aider l'OM à redevenir grand. Pour redevenir grand, ça passe par le jeu et cette mentalité. La mentalité, c'est la chose la plus difficile à obtenir. C'est une qualité qui s'entraîne tous les jours sans relâche. Donc, lui, il veut monter le niveau de l'équipe, des joueurs, bien sûr. Et quel joueur précisément? Allez, je vous donne dans le mille. Merlin. Voilà, on va commencer par Merlin justement et on y va tout de suite. Quant à Merlin a déjà progressé en un temps record. Il fait partie des 3 meilleurs joueurs de l'OM pour l'instant selon GP13. Alors je lui demande, GP13, si tu me regardes, mais dans les commentaires, quels joueurs pour toi sont les plus importants? Est-ce que tu es comme moi à dire que c'est Højbjerg? Est-ce que c'est Merlin? Est-ce que c'est Greenwood? Voilà, faut pas être stupide. Faut regarder un petit peu les matchs. Au bout d'un moment, je ne traite pas les autres de stupides, mais au bout d'un moment, vous le voyez très bien que les joueurs les plus importants, c'est ceux-là. Et je vais vous poser une question à la fin de la vidéo. Après avoir présenté un petit peu mes arguments sur les 3 joueurs, pour vous demander à vous votre avis sur ma question. Et elle n'est pas encore posée. Alors, quant à Merlin, donc vous le voyez, qualité de joueur ici et là. On continue. Let's go. Quant à Merlin, sur Instagram, 3 points à l'extérieur avec la manière. C'était le match à Toulouse. Digne manière de fêter l'anniversaire du club. Non, les 125 ans du club. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour mettre le message de Quentin Merlin, parce qu'on va en parler maintenant. Et c'est pour vous montrer le maillot, plus précisément de face. On l'avait vu juste le logo, une partie là, une partie là. Là, on le voit de face, avec le col un petit peu à la Eric Cantona quand on va le relever. Le Puma en blanc, le CMA CGM en blanc.
tout en blanc, voilà, immaculé comme on dit, voilà, et avec le logo à l'ancienne, OM, bleu royal, on va dire, le logo Puma en bas qui dépeint un petit peu en noir, ils auraient pu le mettre en blanc finalement, et en bas le logo de l'OM, encore un ancien, peut-être je le vois mal, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je le trouve beau, personnellement, j'attendrai qu'il soit à la boutique pour aller, pourquoi pas, le prendre. Et derrière, l'info M nous dit il sort le 14 septembre. Vous voyez, il sort le 14 septembre et les joueurs le porteront le jour même face à Nice, c'est plus clair. Bah, c'est parfait. C'est parfait parce que je vais aller où? Le 14, je vais aller à Marseille. Donc j'irai à la boutique. Je pense que ça sera blindé. Il va falloir que j'aille en avance. Donc je vais aller à la boutique directement dès que j'arrive sur Marseille et je prendrai le maillot et je vous le montrerai en direct, pourquoi pas, sur un live improvisé. Allez, on enchaîne maintenant avec Quentin Merlin pour voir un petit peu du côté de la Provence qui nous a écrit un article aujourd'hui. Vous voyez la date en haut, lundi 2 septembre. Merlin enchante enfin. Éclosion après des premiers pas délicats à l'OM qu'il rejoint. Alors, je vais le lire différemment, je vais mettre comme ça. Par contre, je ne vais pas vous lire des articles pour les 3 joueurs. Hein. Juste pour celui de Quentin Merlin qui est sorti aujourd'hui. Je ne l'ai pas lu. Je me suis gardé pour la vidéo aujourd'hui. Voilà. Allez, il y a 5 minutes. Et après, je donne mon avis. Il y a aussi d'autres réponses d'autres personnes. Quentin Merlin, en grande forme en début de saison, est appliqué sur 3 des 5 derniers buts de l'OM. Éclosion, après des premiers pas délicats à l'OM qu'il a rejoint cet hiver, l'ancien Nantais a pris ses aises sous les ordres de Roberto De Zerbi, charmé par sa polyvalence. Depuis le début de la préparation, il est même l'un des meilleurs Olympiens. Il n'y a pas de mauvais joueurs. Seulement des contextes nuisibles qui les rendent ainsi. Certes, l'OM, en 125 ans d'histoire, a déjà prêté sa tunique à une ribambelle de faux bons, ou vrai mauvais footballeurs. Et c'est vrai que l'année dernière, quand il arrive, c'est l'hiver dernier, il finit la saison dans une équipe qui est un coup qui est très bonne en Europa League sur certains matchs et un coup qui est très mauvais en Ligue 1. Même en Europa League contre l'Atalanta, le retour, c'était dégueulasse. Mais il est tombé un petit peu dans ce domaine-là du morose, des résultats qui n'y allaient pas ici et là. Et lui s'est retrouvé aussi à être moyen. Je trouve sur le terrain, il a été moyen. Il s'est fait prendre de vitesse par un joueur de 35 ans face à l'Atalanta. Zappacosta, par exemple, sur une accélération. Je me suis dit, c'est quoi ça? Il a que 22 ans, le mec, il a 35 ans, il pourrait être son père pratiquement. Il le prend de vitesse avec le ballon. Voilà, j'en avais parlé en privé avec quelqu'un et ça me dérangeait un petit peu. Maintenant, cette année, il a un autre rôle et franchement, je suis satisfait de son rendement. À part le match contre Brest où il était positionné que en milieu de terrain, c'était un petit peu différent, mais on va en parler peut-être dedans. Mais cette théorie, qui n'est pas exclusive au ballon rond, prend de l'épaisseur au gré des soudaines métamorphoses. Exemple, parmi tant d'autres, celui d'Iliman Ndiaye. Voici 4 mois à peine, le Sénégalais, écrasé par la pression duvel, ne mettait plus un pied devant l'autre en Provence où son talent l'avait abandonné. Aujourd'hui en Angleterre, loin de la fournaise marseillaise, l'éphémère olympien porte au nu par le public d'Everton est redevenu celui que l'OM pensait recruter l'an dernier. Un de ses anciens partenaires, au pied de la bonne mère, est aussi passé en quelques semaines de l'ombre à la lumière. Pour retrouver des couleurs, et même mieux, Quentin Merlin, 22 ans, n'a pas eu besoin de s'exiler, simplement de repartir sur des bases saines et de renouer avec ses premiers amours sous l'aile d'un illustre entraîneur. Parachuté fin janvier au cœur d'une saison chaotique, je viens d'en parler, durant laquelle les coachs ont valsé et les crises explosé, le joueur nantais n'a pas eu le temps de s'acclimater. Pour sa première expérience, loin des siens, le successeur de Renan Lodi, arraché aux Canaries pour 10 millions d'euros, a dû jongler entre ses prestations tout juste moyennes, 17 apparitions l'année dernière avec l'OM, une passe décisive, une satanée blessure à la cheville et la déception de voir passer un rêve sous son nez, les JO à domicile. D'ailleurs, la passe décisive, si je me souviens bien, alors dites-moi contre qui c'était et qui est le buteur. Alors le buteur, je l'ai, c'est Faris Moumania de la tête. Mais je ne me rappelle plus c'est qui l'adversaire. Donnez-moi l'adversaire. L'adversaire de la tête de Moumania. Je crois que c'est Metz à domicile. Je ne suis pas sûr. Ça m'a forcément piqué qu'on cède Quentin Merlin. Il a aussi appris à ses dépens la dure loi d'un club complètement fada. J'ai eu du mal à m'adapter, c'est vrai, mais cela m'a permis de prendre en maturité, avouait-il avant de se rendre à Toulouse. Ah, donc il avoue qu'il a eu du mal dans l'adaptation. Voilà, c'est pas tout. Tu sors d'un club, tu es dans une pouponnière, du côté de Nantes, et il sort, il va du côté de l'OM. C'est une autre ferveur, c'est des supporters un peu plus exigeants, et quand ça va mal, en plus, ça va très très mal. Je donne, mais quand ça va bien, ça va très très bien. Comme là, ça va bien. Je donne beaucoup plus chaque jour aux entraînements. Même en dehors des terrains, je suis beaucoup plus sérieux, professionnel. Je m'en rends compte au quotidien, ça me permet d'être beaucoup plus performant. L'ego froissé par ce baptême en ciel et blanc raté, Quentin Merlin était impatient de montrer son vrai visage au peuple marseillais. Après un petit séjour entre
entre amis, pardon, à Marrakech pour décompresser, il a vite enfilé le bleu de travail, sans savoir à quelle sauce il allait être mangé à la reprise. Celle portugaise de Conceição ou l'italienne de De Zerbi. Merlin suait à grosses gouttes sur le terrain municipal en compagnie d'un préparateur physique. Au moment de le retrouver la commanderie début juillet, le technicien Lombard se tenait face à lui. Une rencontre déterminante. C'est vraiment une surprise. C'est Roberto qui parle. C'est vraiment une surprise. Je savais que c'était un joueur fort, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un si grand impact sur nos matchs. C'est un joueur qui nous permet aussi de changer de système en cours de rencontre. Allez applaudir Roberto De Zerbi. 2 mois plus tard. Entre-temps, Merlin a épousé la philosophie de De Zerbi, qui lui a réservé une sacrée surprise. Un rôle hybride, taillé sur mesure. Dès la première joute amicale face à Nîmes, l'ex-Nantais se démultipliait pour animer 2 postes. Celui de latéral gauche, où Antoine Camboiré l'a lancé chez les professionnels, et celui de milieu relayeur, quand l'OM mettait le pied sur le ballon. Au fil des semaines, quant à Merlin endossait même le rôle de second meneur aux côtés d'Amin Harit, puis d'ailier gauche. À chaque fois, des positions auxquelles il a été formé à la Genelière. La Genelière, c'est le centre de formation du côté de Nantes. Grâce à mon parcours, nous répond Quentin, j'ai la chance d'avoir quelques bases. Je ne suis pas perdu. Le coach se repose sur ma polyvalence et de mon côté, ça m'enrichit, soutient-il. Ça me demande une plus grande réflexion. Ça demande une plus grande réflexion. Tu dois te mettre dans la peau de 2 joueurs différents, mais ça me permet de servir au mieux le collectif. Tout en masquant ses lacunes défensives, et ça, je le souligne à chaque fois, il a à chaque fois du repli un petit peu difficile. Je vous l'ai dit, le but qu'on prend face à Reims, le premier qu'on prend où Brassier est en difficulté sur le côté gauche, quant à Merlin, regardez son retour, il est trop mou. Il est trop mou sur son retour, il se fait dépasser par 2 joueurs rémois, et ces dépassements de joueurs des rémois coûtent le but. Parce que s'il était devant les joueurs rémois, il aurait pu récupérer le ballon de Brassier, le dégager en touche, le dégager ou le prendre, le sortir proprement. Et malheureusement, on concède un corner par la suite et on prend le but le premier. Regardez bien l'action, je ne me trompe pas. J'ai analysé la chose, je vous avais fait une palette, mais malheureusement, en droit d'auteur, j'ai dû l'enlever. Je continue. Tout en masquant ses lacunes défensives, cette double casquette met en lumière sa technique léchée, au service d'une vista aiguisée. Très convaincant pour la préparation, un peu moins à Brest, pour les 3 coups du championnat. Putain, mais ils ont lu dans mes pensées ou quoi? Je vous jure, je ne l'ai pas lu l'article. Je ne l'ai pas lu, je me suis reposé, je viens de le lire maintenant. Vous voyez que je fourche la langue et tout. Si je le connaissais, je fourcherais beaucoup moins. Donc, ils lisent dans mes pensées. Tout ce que j'ai dit, ils le disent. Merlin a marqué de son empreinte les dernières sorties de l'OM. Impliqué sur les 3 des 5 derniers buts olympiens, dont une passe décisive contre Reims, il a aussi tissé une relation privilégiée avec un autre joueur, homme fort du moment, Luis Enrique. On se complète bien. Il peut jouer sur le côté, moi comme numéro 10, et inversement. En permutant ainsi, on déstabilise aussi l'équipe adverse. C'est un atout. Nos qualités vont bien ensemble. Lui dans la percussion, moi dans la combinaison. Sur le terrain, on se comprend très bien, très rapidement. Ça vaut le français. Je me sens vraiment bien en ce moment. J'ai la confiance de toute l'équipe, du coach. Ça m'aide fortement. Je suis très content de mon début de saison. Certains le qualifieront de très bon, à l'image de Gérard Baltic. Donc du côté de son entente avec Luis Enrique, elle est très importante sur le terrain et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Ça permute entre les deux. Luis Enrique qui pique dans l'axe et Merlin qui passe dans son dos ou vice-versa, vous voyez. Parce que parfois, même Merlin est numéro 10 et ailier, c'est Luis Enrique. Et même, ça apporte à Luis Enrique. Je ne vais pas parler de Luis Enrique dans cette vidéo précisément, mais Luis Enrique fait partie aussi des bons joueurs de saison, du début de saison. Il a délivré 2 passes décisives lors du dernier match à Toulouse. Donc c'est grâce à l'apport du système qu'a mis en place De Zerbi et à l'apport d'un Quentin Merlin qui est parfaitement idoine pour ce poste-là. Je continue. Donc j'en étais à Gérald Baltic, le successeur de Thierry Henry à la tête des Espoirs, vient en effet de le rappeler quasiment 1 an après sa dernière sélection avec les Espoirs. Au menu de Quentin Merlin, 2 rencontres qualificatives pour le prochain Euro. Slovénie le 6 septembre, Bosnie le 10 septembre. Donc lui ne sera pas au repos. D'ailleurs, ils sont au repos, l'effectif, jusqu'au jeudi. Jusqu'à jeudi qui est là, ils ne font pas l'entraînement. Ça valide mon travail depuis le début de la préparation, souligne-t-il. Maintenant, il faut continuer à être performant, trouver de la continuité, histoire d'enchanter encore plus le public marseillais. J'ai eu du mal à m'adapter, c'est vrai, mais cela m'a permis de prendre en maturité, il l'a dit tout à l'heure, mais je continue. C'est vraiment une bonne surprise. Je savais que c'était un joueur fort, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une si grand impact sur nos matchs. Roberto De Zerbi. Voilà l'article qui parle, qui résume un petit peu le début de saison. Voilà le rôle qu'il a dans notre équipe et l'importance qu'il a dans notre équipe. Je parle de Quentin Merlin. Je pense que c'est bien résumé. J'aurais dit plus ou moins les mêmes choses. Et maintenant, on passe sur un autre joueur. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord totalement avec l'article et avec mon avis sur Quentin Merlin. Je pense que c'est un joueur qui est difficile à remplacer. Et la question que je vous poserai, je vous la poserai juste après. Pas Merlin, pas
Qui c'est qu'on enchaîne? Højbjerg, on va enchaîner. Et pas Greenwood, juste après Greenwood plutôt. Juste après Greenwood, on enchaînera et je vous poserai la question. Allez, justement, Pierre-Emile Højbjerg, qui pour moi, mon avis, c'est la meilleure recrue. Alors vous allez me dire, ouais, mais Greenwood, ici et là. Ouais, mais il n'y a pas que les stats dans la vie. Moi, je parle de, c'est mon avis, et l'importance d'un joueur de ce standing-là était primordiale dans notre équipe. Parce qu'on en manque. On en manque des leaders de ce style-là. Un peu comme un Luis Gustavo du passé. Vous vous en souvenez, quand il est venu à l'OM, franchement, j'étais hypé de fou. Voilà, même s'il venait de Wolfsburg, je me suis dit, oh putain, si c'est le Luis Gustavo du Bayern, on prend un super joueur, à 9 millions à l'époque en plus. Bon, je ne parle pas de Luis Gustavo, mais c'est un peu dans cette trempe-là, vous voyez. Un joueur qui a connu le très haut niveau, il a connu le Bayern d'ailleurs, il a connu Tottenham, c'est un très gros club de PL maintenant, dorénavant, et il arrive en Ligue 1, voilà, un petit championnat Farmer League, et il s'impose directement. Que ce soit avec l'OM en préparation, et même les premiers matchs de Ligue 1, il a été énorme sur les 3 matchs, je trouve, ou très très bon au moins. Et là, il impose un petit peu son côté métronome, son côté leader, que ce soit par la parole, par les gestes. Il est important, même dans les vestiaires. Il donne sa parole, même à l'entraînement. Il est important dans tout. Voilà, c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut aussi. Il nous en faut quelques-uns. Il ne faut pas aussi que des joueurs sensationnels. Voilà. Et lui, je trouve, moi, c'est ma meilleure recrue. Donnez-moi votre meilleure recrue dans les commentaires, tiens. Allez, j'enchaîne. Pierre-Emile Højbjerg a touché 146 ballons face à Toulouse. Vous vous en souvenez, pendant le live, avant de commencer la rencontre, je vous avais dit 150 ballons il va toucher, voire 200. Bon, je me suis enflammé sur le 200, mais j'étais pas loin, 150. 146 ballons, dont 138 passes pour 136 réussis. Alors certains vont dire, ouais, mais c'est des passes à 2 mètres, il recule en défense, ici et là. Oui, parce qu'il a ce rôle-là aussi un peu hybride. Mais je vais vous dire, il y a eu d'autres passes aussi qui ont été plus risquées. Passes longues, passes mi-longues, où il a pris des risques entre 2 joueurs, au-dessus d'un joueur. Je vous avais dit, pendant la rencontre face à Toulouse, il fait une petite pichenette devant un joueur qui arrivait face à lui en pleine course. Et il la met juste derrière pour Amin Harit parfaitement. Donc, il est précis dans ses gestes, il est précis dans ses paroles. Bon, peut-être que ça va causer quelques tensions, voilà, dans l'effectif, parce qu'à force de râler auprès des joueurs qui ne vont pas assez vite sur le terrain, on le voit, hein, il râle auprès des gardiens quand il lui dit allez vas-y relance, feignasse. Bon, il dit pas feignasse, mais je le rajoute. Et ça peut causer des tensions, mais c'est de la bonne pression qu'il met sur les autres. C'est pas de la mauvaise. C'est pas comme s'il était mauvais sur le terrain et qu'il mettait de la pression sur les autres. Certains l'ont fait par le passé. Certains se pensaient leaders et pensaient qu'ils étaient bons à chaque fois alors qu'ils étaient mauvais sur le terrain, ils donnaient leur avis. Lui, il peut donner son avis. Voilà, donc Pierre-Emile Højbjerg, pour moi, est la meilleure recrue. Allez, j'enchaîne pour Pierre-Emile Højbjerg, qui fait partie des meilleures recrues, la meilleure recrue. Je vous montre aussi son entente, Pierre-Emile Højbjerg, avec un joueur, un autre patron, Léo Balerdi, et c'est à l'entraînement. Vous voyez, ils rigolent ensemble. Alors, je vous montre la vidéo, elle dure 34 secondes, écoutez bien. Je vous mets le son même, si je peux le mettre. Oui, je peux le mettre. Allez, écoutez bien. Il y a Sigal. Allez, les pieds. Venga, atención les coupés arrêtés, attention les coupés arrêtés, vous laissez bien, ils sont les marquages. Están dejando muy solo a Luis. Voilà, vous voyez ce qu'il a dit? Vous voyez ce qu'il a dit? Bon, je parle pas de Balerdi, même si Balerdi fait partie aussi des leaders. Balerdi a dit, les gars, attention au coup de pied arrêté. Donc, il est capitaine. À ce moment-là, c'était contre Brest, hein, le premier match. Et Pierre-Emile Højbjerg, le PEH que vous voyez là, ici, il a dit quoi? On va jouer. On va mettre 3, 4, 5, 6 buts. On va jouer, ok? C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on s'arrête de jouer. Il est un petit peu le relais des paroles de De Zerbi. De Zerbi n'aime pas qu'on se mette les pantoufles, comme il a dit après le match contre Brest. Il y a eu un moment où on a mis les pantoufles. Contre Toulouse aussi, hein. Il a dit, attention, on a mis un petit peu les pantoufles à 3-0. Et il n'a pas dit les pantoufles, mais il a dit, on s'est un petit peu retenu. Et il aimerait bien que la mentalité soit des mentalités de gagnants, comme on l'a dit au début. Donc voilà un petit peu l'importance de Balerdi, l'importance de Pierre-Emile Højbjerg. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, dans les vestiaires, à l'entraînement, peu importe où il est, sur le terrain, en pleine rencontre, il est leader. Il est leader dans l'âme, il aime le football 24 h sur 24, comme il avait dit à sa présentation. Et c'est un joueur important pour notre effectif, le plus important pour moi. Le plus important. Pour moi, après, vous, c'est votre choix de choisir un autre joueur. Les autres aussi sont importants. Quant à Merlin et Greenwood, juste après qu'on va en parler. Allez, j'enchaîne avec les avis de la presse. Højbjerg, taille patron, vous voyez. Ça, c'était contre Reims. Alors, contre Brest, c'était déjà un patron. Contre Reims, c'était un patron. Et dernièrement, avant Toulouse, pardon, l'emprise d'un milieu. L'emprise d'un milieu, il a l'emprise sur cette équipe. C'est vraiment le patron. Voilà, j'arrête pas de dire le mot patron, mais c'est le patron. C'est le patron. Sans blessure, sans rien, il va peut-être devenir même le capitaine. Parce que De Zerbi, peut-être qu'il va réfléchir à changer de capitanat. Alors, si Balerdi le veut bien. Moi, ça ne me dérange pas qu'on passe de Balerdi à Højbjerg. Si c'est un joueur de ce calibre-là, ça ne me dérange pas totalement.
Je suis pas à dire, ouais, Balerdi, il est là depuis 3 ans, il faut lui laisser, voilà, il a prouvé qu'il aimait l'OM. Je m'en fous de ça, les amis. Moi, l'importance, c'est vraiment que le joueur soit le vrai patron. S'il doit être capitaine, il soit le vrai patron. Et c'est Højbjerg le vrai patron. Voilà. Balerdi aussi, il fait partie, mais c'est plus Højbjerg pour ma part. Plus Højbjerg. Allez, j'enchaîne. J'enchaîne avec Greenwood. J'adore Balerdi, hein, vous inquiétez pas. J'enchaîne avec l'avis de Roberto De Zerbi sur Pierre-Emile Højbjerg. C'est une valeur ajoutée pour notre équipe, puisqu'il apporte de l'expérience au sein d'un effectif qui est très jeune. Ça aussi, j'en ai pas parlé. L'expérience très jeune, l'effectif. Il a énormément de qualité, on le voit concrètement aussi sur le terrain, c'est vraiment un joueur de haut niveau. Kondogbia aussi a eu ce rôle, au-delà des qualités techniques, il a une très bonne personnalité et on a besoin de sa personnalité. Il parle de Højbjerg. Pas seulement de la part de Højbjerg, de Kondogbia, mais des autres joueurs. Donc par exemple Brassier, Murillo, tous les autres joueurs offensifs, parce que je pense que la personnalité va au-delà de la qualité. Voilà, comme je vous l'ai dit, la personnalité de Højbjerg va au-delà des qualités d'un Greenwood. Et on enchaîne justement avec Greenwood, les amis. Voilà, je fais un bel enchaînement. Merci Massilia, je vais chercher l'information, celle-là qu'il avait reliée dans l'équipe, c'était lors d'une conférence de presse. De Zerbi sur Mason Greenwood. Mason est un joueur de très haut niveau, nous l'avons tous voulu. Le propriétaire, donc Franck McCourt, aussi s'est bougé en personne. On a fait tant de polémiques sur l'extra sportif, tant de paroles, mais le joueur, on le voit tous sur le terrain. Je ne veux pas entrer dans sa vie privée, je ne veux rien. Et je ne sais rien, pardon, et ne veux rien savoir. Mais avec nous, il est un bon garçon, une bonne personne. Voilà, pour un petit peu mettre dans le contexte, pour ceux qui sont un petit peu trop benés dans les réseaux. D'ailleurs, j'en ai signalé quelques-uns, hein, des gros comptes qui sont pour l'OM ou autre, je m'en bats les couilles. Voilà, ceux qui relèvent encore toujours la même chose, que ça vienne dans mon petit... comment on dit, quand on dit le truc de lecture là. Bon bref, que ça vienne dans ma lecture de mon compte Twitter, je n'accepte pas. Voilà, je veux pas avoir des images de merde. Donc je signale maintenant tous les comptes qui montreraient des images qui reviendraient sur ce sujet-là. Les comptes Twitter, vous êtes prévenus. J'enchaîne avec Greenwood. Greenwood en démonstration. Et c'est vraiment le mot précis qu'il faut sortir, démonstration. Il a démontré que c'était vraiment peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 tout simplement. Ah, je sais pas moi, donnez-moi votre avis. Je parle de niveau technique. Hein. Je parle pas de niveau, comme je vous l'ai dit, importance. Importance pour moi, Højbjerg a un peu plus d'importance à mon goût. Mais Greenwood est aussi très important. Voilà, c'est très peu le degré d'importance. Le degré d'importance entre les deux. Mais Greenwood, il démontre qu'il a un niveau exceptionnel. Et encore, il n'est pas à fond de ce qu'on entend. Apparemment, il n'est pas à fond physiquement. Et on verra bien sur les prochains matchs s'il sera à fond avec une prépa encore un petit peu pour cette phase où il y a 2 semaines de repos. Et là, il est déjà à 5 buts en 3 rencontres, plus les buts qu'il a mis en prépa. Et on retrouve un petit peu les mêmes gestes, mais ça passe à chaque fois. Ça, c'est vraiment le signe d'un grand joueur, d'un très grand joueur. Quand il tente un geste et que ça réussit à chaque fois, c'est vraiment les grands joueurs. Vous vous en souvenez, Robben, avec son fameux je repique dans l'axe et la frappe pied gauche. Et bien lui, il a un geste privilégié, même s'il en a plein d'autres. C'est le passement de jambe. Je pousse un petit peu le ballon pied droit et je frappe pied droit. Souvent, il le fait. Souvent, il le fait. D'ailleurs, il en marque un contre Toulouse. Il a une occasion la même et il tape dans la jambe droite de Rest qui fait une belle parade. Il en met une contre Augsbourg, un match amical ou Sunderland, je ne sais plus lequel. Et il en a mis peut-être un autre, je ne suis pas sûr, de passement de jambe et frappe pied droit. C'est son geste fétiche. Ouais, il a d'autres gestes fétiches. Il peut faire des transversales. On le voit, il est énorme, que ce soit pied droit, pied gauche. On a l'impression que c'est un joueur presque parfait. Voilà, il a juste un seul défaut qu'on va citer juste après. C'est pas moi qui le cite, c'est Roberto De Zerbi. Et on y va tout de suite, les amis. Non, on n'y va pas tout de suite. On va voir directement qu'il a le patch. Voilà, il a 5 buts. Il est premier en Ligue 1 en termes de buteurs. Mason Greenwood évoluera avec le batch de meilleur buteur sur son maillot contre Nice. Mais le petit défaut qu'on peut dire, c'est quoi? C'est après. C'est après. D'abord, petite entente, excusez-moi. Ou alors d'abord le défaut. Tiens, le défaut, il doit continuer à s'entraîner, pas s'entraîneur, pardon, comme il le fait. Il est sérieux, c'est Roberto qui nous parle de Mason Greenwood. On est très content de son attitude, il a une marge de progression énorme. Je m'attends à beaucoup de buts, mais aussi à plus de travail dans le jeu. Il ne doit pas seulement attaquer la profondeur et marquer, mais aussi à tisser le jeu, c'est important. Alors là, il ne parle pas des efforts défensifs, mais il parle plus de tisser le jeu, c'est-à-dire de créer, de faire un peu plus de création de jeu. Parce qu'il n'a pas un apport autant important, par exemple, qu'un Henrique pour l'instant. C'est vrai que Henrique est plus dans la création offensive. Il a délivré déjà 2, 3, je ne sais pas combien de passes décisives, je crois. 3, 2 contre Toulouse, déjà, c'est sûr. Et Greenwood, il est plus dans l'efficacité offensive en buteur. Après, on critique pas ce domaine-là. S'il les marque, les buts, s'il est meilleur buteur, c'est tant mieux. Félicitations à Greenwood. Mais il devrait aussi apporter ça dans sa palette technique, comme il le dit Roberto De Zerbi, un peu plus de création pour Mason Greenwood. Participation au jeu. Voilà, il est capable de le faire. Il a les 2 pieds. Il est intelligent. On le voit quand il tente les dribbles. Il passe, allez, 3 fois sur 4, on va dire. Et quand il passe pas, c'est souvent une faute sur lui. Donc franchement,
Mason Greenwood devrait progresser dans ce domaine pour être un joueur parfait offensivement. Pour autre chose, je reviens sur donc le patch de meilleur buteur, mais son entente avec un autre joueur. C'est important de le signaler. On a une entente entre Quentin Merlin et avec Enrique dans son rôle hybride, mais on a aussi une entente entre Amin Harit et Mason Greenwood. Ils se trouvent énormément sur le terrain. Je vous avais fait une petite vidéo, c'était après le match de Brest. Regardez, écoutez, ça dure 49 secondes. Voilà, il n'y a pas grand chose en parole, il y a juste à regarder plutôt. Allez. Et après l'accélération. Ça papote, ça papote. C'est à l'entraînement déjà, ils se parlent. Il y a une belle entente sur en terrain, en dehors du terrain, apparemment. Et même en dehors de l'entraînement, apparemment, de ce que j'ai vu. Là, c'est sur le terrain. Passe décisive d'Harit pour Mason Greenwood. Efficacité, net. Le deuxième. Nouveau décalage. Passement de jambe. Passe en retrait. Penalty. Et le penalty. Harit lui donne le penalty. Même s'il y a Balerdi derrière, qui vient dire oh il faut lui laisser le penalty, mais c'est Amin Harit qui montre Mason Greenwood à Eli Wahi, il lui dit c'est lui qui va le tirer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une entente quand même qui s'est créée entre Amin Harit et Mason Greenwood. Vous avez vu les passes juste avant. Là, c'était le match contre Brest. Mais contre les Reims, c'était pareil. Ils se sont beaucoup trouvés. Surtout qu'ils sont dans la même zone. C'est surtout ça. Mais il y a quand même une belle entente. Et ça tisse quelque chose de bien. Des liens entre Amin Harit, Greenwood, Enrique, Merlin. Pour l'instant, il manque juste une petite tissage de toile entre Eli Wahi et les autres. Mais Eli Wahi fait le travail un petit peu de chien fou devant. C'est lui qui va récupérer les ballons de temps en temps en faisant un pressing. D'ailleurs, sur le deuxième but contre Toulouse, c'est Eli Wahi qui récupère le ballon, qui va faire la talonnade après sur Enrique, et Enrique va la mettre directement sur Greenwood. Voilà plus ou moins la belle entente qu'on peut dire sur Mason Greenwood. Bon, Mason Greenwood, on va pas parler de ses qualités, je vous ai cité juste avant, mais maintenant je vous ai montré ses défauts à progresser, c'est bien sûr sa création offensive. Après, c'est très peu comme défaut, c'est très peu. Ce qu'il nous apporte est déjà très énorme. À chaque fois qu'il touche un ballon, il y a pratiquement du danger. Bon, je ne vous parle pas des remises directement, mais quand il est dans une zone offensive, qui a un peu d'espace face à lui, il y a du danger, on sent qu'il peut faire quelque chose. Qu'il peut, par un dribble, par un petit centre en retrait ou quoi aussi là, il peut apporter du danger. Il est énorme ce joueur et on est content de l'avoir chez nous. Voilà les amis. Maintenant, je vous pose la question. Et il y a encore deux choses à voir ensemble. Je vous pose la question pour vous. Si on perd un des joueurs, je touche du bois, que ce soit par une blessure, par une absence pour suspension ici, là, est-ce que vous pensez qu'on a vraiment le remplaçant idoine parfait pour remplacer Quentin Merlin côté gauche? Pour ma part, non. Højbjerg, pour ma part, à l'heure actuelle, non. Vous allez me dire Rongier, mais Rongier, il n'est pas encore prêt à 100%. Je parle de vraiment à 100% qu'on ait un joueur aussi important qu'Højbjerg. Pour ma part, non, on ne l'a pas. Koné, c'est pas le même profil et en plus, il est un petit peu incertain aussi en ce moment. Donc, pour ma part, non, on ne l'a pas. Højbjerg, on ne l'a pas. Quentin Merlin, on ne l'a pas. Et Greenwood, est-ce qu'on l'a, le remplaçant aussi idoine? Alors, je vais lui dire, c'est peut-être celui qu'on aurait peut-être plus la solution. Parce que, point de vue offensif, on pourrait mettre un Jonathan Rowe sur le côté droit, qui apparemment pourrait jouer dans ce rôle-là. Ou alors un autre joueur comme Abdallah, mais Abdallah, c'est encore trop tendre à mon goût. Donc, peut-être Greenwood, peut-être à voir. Mais on ne l'a pas encore vu. Et je vais vous dire, c'est pareil, c'est pratiquement pareil que Merlin ou Højbjerg. Pour moi, les trois sont presque irremplaçables. Actuellement, les trois sont presque irremplaçables. Presque, hein. Je ne dis pas à 100%, mais il y a un petit infime pourcentage de pourquoi pas un Jonathan Rowe qui pourrait remplacer Greenwood. Donnez-moi votre avis là-dessus, sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que les trois sont irremplaçables? C'est ça que je voulais vous poser comme question. Allez, on enchaîne maintenant avec le reste de cette vidéo-là. J'espère que vous passez un bon moment en tout cas avec moi. Elle sera d'une quarantaine de minutes à peu près. C'est à peu près le ratio de mes anciennes vidéos. Et à la fin, on regardera les informations des dernières minutes. Leader statistique de Ligue 1. Voilà, je regarde de temps en temps des statistiques. Et on voit que du côté des expected goals offensives, l'OM est deuxième à égalité avec Lens. Voilà. Par contre, la différence avec Lens, c'est que nous, on a Greenwood. On a un joueur qui est efficace, qui marque des buts pratiquement à chaque occasion, mis à part son loupé contre Toulouse. Vous voyez la différence qu'on a pour avoir un gros joueur par rapport à Lens, qu'on passe ce gros joueur-là? C'est ça la différence. Au moins, on a ce joueur-là qui va nous la mettre devant, tranquillement mais sûrement. Récupération à 30 mètres du but adverse, l'OM n'est pas dans le classement. Expected goals concédés, par contre, l'OM est dans les classements, mais est 5e. C'est les 5 meilleurs. Hein. C'est les 5 meilleurs. Donc on est en meilleur positivement, offensivement, pardon, et meilleur du côté défensif, dans les 5 meilleurs.
Donc c'est un bon ratio. Pour l'instant, si on fait le calcul de 5 et 3e, ça fait 5 et 3, 8, on divise par 2, ça ferait 4e. Bah finalement, on ne fait pas comme ça. Parce qu'on a une différence, nous. On a des joueurs de classe. On a un Mason Greenwood devant. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut le dire. Et derrière, on a un Højbjerg qui peut défendre aussi. Voilà, il peut aider la défense. Et en ce moment, Kondogbia aussi, il est pas mal. En termes de récupérateur de ballon, il est pas mal aussi. Donc, voyez un petit peu la différence qu'on a avec les autres. Possession dans les 30 mètres adverses. Par contre, là, c'est différent. Apparemment, on n'y est pas. Je pensais qu'on y était, mais on n'y est pas. Voilà, les amis, dans les stats analysées assez rapidement. Alors maintenant, parlons des lives que j'ai fait la dernière fois. Vous vous en souvenez, en fin de live, donc c'était ici. Voilà, on avait fait un débrief. Voilà, on a passé 5 heures. Regardez, il y a marqué ici 5h30 de live. Donc j'ai commenté la rencontre. On a fait un avant-match d'1 heure à peu près. Après, j'ai commenté la rencontre. En tout, ça prend à peu près 3 heures, cette partie-là. Mais après, on a passé 2h30 ensemble à débriefer la rencontre, à noter les joueurs. Et je trouve qu'on a passé un bon moment, mis à part la fin où j'étais fatigué, on parlait de tout et de rien, voilà, pendant une petite heure. Mais on fera ça dorénavant, quand j'aurai le temps, après les matchs, de vous faire un débrief pendant 1 heure, 2 heures, un débrief concret et un débrief avec des notes. Les notes, comment on fonctionne? On fonctionne par une palette technique. Alors, elle n'est pas comme ça, elle est plus détaillée. Mais on fonctionne sur cette palette-là pour donner nos notes. Vous voyez, il y a les notes pour 5 pour Rouli, face à Toulouse, hein. C'est les notes face à Toulouse. 5 pour Brassier, 6 pour Cornelius, 5 pour Murillo à droite, 7 pour Merlin, 6 Kondogbia, 7,5 pour Højbjerg, 6 pour Harit, 9 pour Greenwood, le meilleur joueur du match, et 5,5 pour Wai. Et j'ai oublié, Enrique qui a été énorme aussi, 8. On notera aussi le coach de Zerbi, on l'avait noté 8. Pour ma part de souvenir. Voilà comment on fonctionnera sur les débriefs d'après-rencontre. On passera 1 heure, 2 heures maximum pour débriefer la rencontre, débriefer les actions, ce qui ont été bons, ce qui ont été pas bons, les points bons, les points mauvais. J'essaierai de noter un petit peu des passages exactement, un sujet ci, un sujet là, et les notes. Voilà comment ça fonctionnera prochainement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder comment ça fonctionne sur l'ancien live. Mettez un like, un partage et tout ce que vous voulez. C'est pareil avec les vidéos, hein. Il faut aussi faire la même chose sur les lives. N'hésitez pas à aller voir sur la fin de vidéo. Je vous ai mis un petit timeline ici dans la description. C'est à partir de 2h57 minutes et 20 secondes que vous pouvez voir le débrief avec les notes pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà les amis, on fait maintenant un rafraîchissement sur la page des informations. On va voir, j'ai peut-être 2 personnes qui ont liké voilà, les derniers tweets que j'ai fait sur Lyon M, sur Daryl Bacola. J'en ai parlé Daryl Bacola? J'en ai pas parlé Daryl Bacola. Je ne l'ai pas mis dans les informations. Ouh, non, je l'ai sauté. Je l'ai sauté. Elle est où? Non, je l'ai sauté. Oh, punaise, j'allais oublier. Daryl Bacola. Daryl Bacola va prolonger pour 3 ans à l'OM jusqu'en 2027. Retournement de situation sur ce dossier-là. Daryl Bacola aurait accepté les conditions salariales proposées. 30 000 euros par mois, vous en souvenez cette offre-là, plus une prime à la signature de 200 000 euros pour sa signature. Sa mise à l'écart aurait accéléré le processus. Oui, bien sûr, quand tu regardes les autres joueurs comme Sternal, comme Abdallah qui rentrent dans l'effectif pro et qui rentrent de plus en plus, pourquoi pas pour un Sternal qui a eu quelques minutes de jeu, je pense que ça doit lui faire un petit peu cogiter dans la tête et se dire « je suis en train de rater quelque chose ». Pourquoi pas signer directement à l'OM? Voilà, comme ça on verra bien. Hein. L'année prochaine ou dans 2 ans, si j'ai une proposition d'un autre club, j'irai pourquoi pas là-bas. Je pense qu'il a dû réfléchir comme ça. Ça, c'est mon avis. Voilà pour Bacola, une bonne nouvelle. Donc ça nous fait Bacola. Sternal qui a signé, c'est l'ami qui n'a pas encore signé officiellement, on ne l'a pas entendu, mais c'était en bonne voie et il est dans l'effectif pro de temps en temps. Donc à mon avis, c'est pratiquement fait ou c'est fait, on n'a pas entendu. Et voilà, pour l'instant, c'est que des bonnes nouvelles. Voilà, des bonnes nouvelles pour ça, peut-être une bonne nouvelle pour Balerdi et des bonnes nouvelles pour les joueurs stars qu'on a là. Maintenant, regardons autre chose. Regardons les informations de dernière minute. On va regarder sur des comptes différents, comme InfoOM par exemple, qui relaye aujourd'hui bien comme il faut. Il y a 5 minutes, dire que 4 fantastiques vont tranquillement rester à Marseille pendant cette trêve et pouvoir peaufiner leur automatisme. Luis Enrique, Mason Greenwood, Eli Wai et Amin Harit. Bon, 4 fantastiques. C'est vrai que la ligne d'attaque est très bonne, très performante en ce moment. Mais en ce moment, il y a un Eli Wai qu'on aimerait qui performe un peu plus, point de vue stats, et un Amin Harit qui, j'ai l'impression, sur Brest, il était énorme. Le match contre Reims, il était bon. Et le match contre Toulouse, vous voyez ce que je veux dire? J'espère qu'il n'y a pas l'irrégularité qui commence pour Amin Harit. Je lui souhaite d'être le meilleur possible, qu'il nous apporte le meilleur sur le terrain. Et derrière, s'il n'est pas le meilleur, ben, il y aura un Carboni qui le remplacera. Voilà, parce que Carboni, il a fait une bonne entrée quand même. Hein. Moi, j'ai trouvé pas mal. Les informations de dernière minute, il n'y a rien d'autre. Mercato OM, on va regarder chez eux. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, les amis. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi oui. Et donc donnez-moi votre avis sur tous les sujets que j'ai abordés. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Et surtout,
Et surtout quoi, les amis? Allez l'OM!